Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour ce deuxième temps autour de l'Union européenne et les territoires. Donc on a ce soir une belle table ronde et je laisserai les intervenantes et intervenants se présenter. Simplement, pour vous dire que donc moi-même, Adrien Nézet, qui suis élu en charge de la jeunesse et de l'Europe notamment, et mon collègue Thibaut Drouet, qui n'est pas encore là, mais qui va pas tarder, avons souhaité, en lien avec le mouvement européen et les jeunes européens de Rouen, organiser ce temps un peu en side event de ce qui se passe quelques mètres plus loin au musée des Beaux-Arts avec les 27 ministres en charge de la cohésion des territoires. Et donc l'objectif, et c'était aussi l'idée de pouvoir le faire ici dans l'hôtel de ville, dans la salle du conseil municipal, pour rendre les choses les plus accessibles et puis faire bénéficier à tous les Rouennaises, tous les Rouennais et puis plus largement tous les habitants de la métropole l'opportunité de s'intéresser à cette thématique qui est, on peut le dire, un peu technique, mais que ce soir, je ne doute pas, nos intervenants rendront tout à fait passionnante. En tout cas, moi, je suis ravi qu'on puisse avoir cet échange. On m'entend mieux. Ouais, mais je suis pas très bon. Je suis pas très bon à ça, alors du coup. En tout cas, je suis ravi et c'est mieux. Merci. Et puis, je vous souhaite une bonne conférence. Je passe la parole à Antoine quelques minutes pour dire quelques mots également. Merci Adrien et merci à la ville de Rouen de nous accueillir dans la salle du conseil municipal. C'est une belle salle pour tenir une telle conférence. Effectivement, c'est une conférence qui est aussi à l'initiative des jeunes européens à Rouen. Donc je me fais aussi un plaisir de voir qu'il y a un public jeune avec un sujet qui est effectivement technique mais qui est aussi très pertinent pour les jeunes et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler parce que les politiques de cohésion ont un impact aussi sur la jeunesse. Je voulais aussi avoir un petit mot vis-à-vis de la situation qui se passe à quelques kilomètres de notre pays, en Ukraine. Hein, vous voyez, on a mis ces drapeaux, particulièrement pour dire qu'effectivement, c'est très grave ce qui se passe. Et quand on a eu ces nouvelles la semaine dernière, j'ai tout de suite pensé en fait aux jeunes qui ont notre âge, qui ont la même culture, qui regardent les mêmes vidéos sur YouTube que nous, et qui aujourd'hui subissent une attaque injustifiable, qui se battent pour défendre leur pays, et qui se battent aussi pour un idéal qu'ils défendent. C'est celui de l'Union européenne, et je pense qu'on peut avoir une pensée très forte et se mobiliser tant qu'on peut, que ce soit en manifestant dans la rue ou en faisant des dons, comme beaucoup de municipalités l'appellent. La ville de Rouen, d'ailleurs, est l'une des premières à se mettre sur ce sujet. Et donc voilà, juste avoir une pensée pour les Ukrainiennes et les Ukrainiens. On est tous concernés, ils sont aussi des Européens. Donc voilà, et à cette occasion, on voulait juste prendre le temps de diffuser l'hymne ukrainien en signe de solidarité. Et ensuite, on commencera nos échanges sur la politique de cohésion. Donc voilà pour le petit mot introductif. Et je vais essayer de lancer l'hymne national ukrainien. Merci.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis Jérôme Kirel, délégué général du Mouvement Européen France. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir pour parler donc des politiques de cohésion de l'Union européenne. Et j'ai la chance ce soir d'être avec Madame Christine de Saintré, vice-présidente à la métropole Rouen-Normandie, chargée du tourisme et conseillère municipale. De Marc Lemaître, directeur général de la politique régionale de la Commission européenne. De Monsieur Sébastien Dalide, professeur à l'Université de Rouen, et enfin de Marjorie Jouan, conseillère sur les politiques régionales à l'Institut Jacques Delors. Pour commencer ce dialogue, ce débat entre nous, donc j'aimerais introduire une première question à Monsieur Adalid sur donc la politique de cohésion pour savoir d'où vient cette politique, pourquoi a-t-elle été créée, dans quel but et comment elle se manifeste aujourd'hui. Merci, je vais y arriver. Merci beaucoup, Monsieur Carré. Merci évidemment aux organisateurs. Merci Adrien Nézet, Antoine Potor. Merci aux jeunes Européens qui me rappellent que moi aussi, quand j'étais jeune, je croyais à l'Europe et que plus je l'étudie, parfois moins j'y crois. On pourra en reparler. Qu'est-ce que la politique de cohésion ? La politique de cohésion, c'est une politique de dotation financière aux États, et notamment à travers les États aux régions, dans un objectif de cohésion. C'est pour ça que la politique de cohésion repose sur ce qu'on appelle les fonds structurels, les fonds ESI, le FEDER, le Fonds pour une transition juste, le Fonds européen des droits sociaux, etc. Son fonctionnement est simple en théorie. On peut essayer de résumer le fonctionnement de la politique de cohésion autour de ce que j'appellerais une planification multiniveau. C'est-à-dire qu'il y a la volonté de déterminer en commun des objectifs au niveau européen et ensuite, au niveau national et infranational, d'influencer les choix politiques afin d'atteindre les objectifs européens. Et c'est pour cela qu'on a une répartition entre les acteurs. Que je vais en dire deux mots rapidement. Ce qu'il faut comprendre, et ce qui est intéressant avec la politique de cohésion, c'est que les mécanismes qui ont été forgés à peu près depuis les années 80, de cette planification multiniveau, ont disséminé à travers d'autres politiques de l'Union. Et qu'aujourd'hui, cette logique de planification, partenariat, contractualisation, si on veut, on la retrouve dans le plan de relance européen, à un degré plus fort. Et ça, c'est une des caractéristiques de l'intégration européenne, finalement, d'avoir certaines politiques qui sont des laboratoires et après qui s'étendent. Et pourquoi ça s'étend ? Parce qu'il faut bien voir que pour influencer les politiques économiques nationales, l'Union européenne manque de moyens au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'un budget insuffisant, jusqu'évidemment au plan de relance. Et puis, en termes économiques et de pure politique économique, l'Union européenne n'a pas de compétences véritables, un titre à agir juridique qui lui fait en partie défaut. C'est pour ça qu'on a quelques titres de compétences comme la politique de cohésion. Alors comment ça marche la politique de cohésion ? Vous avez finalement trois niveaux. Au niveau européen, il y a des périodes budgétaires. Là, on est en 2020, on est dans la période 2021-2027. Avant, vous aviez 2013-2020. Pour chaque période, vous avez un texte général qui est adopté sur la politique de cohésion, qui va déterminer les objectifs, qui ont varié, j'y reviendrai dans un instant, et qui ensuite détermine ce cadre de planification. Pourquoi je parle de planification ? Non pas par regret de l'Union soviétique, mais parce qu'en fait, tout repose sur des plans. Alors, en l'espèce, il s'agit, une fois que les priorités européennes ont été définies, les États doivent présenter un accord de partenariat à la Commission. L'accord de partenariat sera aussi élaboré avec les collectivités territoriales. Cet accord de partenariat, une fois qu'il est approuvé avec la Commission, il est précisé à travers d'une série de programmes qui viennent préciser là les actions concrètes qui seront envisagées avec les fonds de la politique de cohésion. Et là encore, les programmes font un rôle central, on en reparlera j'imagine avec les autres intervenants, aux collectivités territoriales et notamment aux régions. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution des objectifs. Parce qu'au fond, l'idée de cohésion, c'est l'idée de soutenir les régions les plus... les régions les moins développées,
Mais cet objectif-là, il a évolué au fil du temps. Il me semble qu'à partir des années 2000, l'objectif, il est beaucoup plus instrumentalisé à travers ce qu'on va appeler les stratégies européennes. La stratégie de Lisbonne, 2000-2010, la stratégie Europe 2020, 2010-2020. C'est-à-dire qu'on a une volonté de l'Union, bien au-delà de la politique de cohésion, de transformer les économies nationales. Et on va alors intégrer la politique de cohésion dans ces politiques-là. Et donc les objectifs de la politique de cohésion vont être beaucoup plus liés à l'objectif de la stratégie globale. Et la stratégie, que ce soit depuis la stratégie de Lisbonne 2010-2020 jusqu'à aujourd'hui, c'est en réalité la même, moderniser l'économie de l'Union et aujourd'hui réaliser globalement la double transition, la transition verte et la transition numérique. Et dans le dernier texte sur la politique de cohésion, on retrouve à peu près 5 objectifs stratégiques qui déclinent la quête par la Commission et l'Union en général d'un nouveau modèle économique national. Voilà, je pense que j'essaie d'être synthétique et le plus clair possible, j'espère l'avoir été. Merci, on reviendra vers vous pour d'autres questions. Monsieur Lemaître, si vous voulez préciser peut-être le rôle de la Commission sur ce qui vient d'être expliqué, et puis également nous dire un peu comment réagir par rapport aux personnes qui parfois se disent « oui, mais ça a l'air très bien, cette politique de cohésion, mais la France est contributrice nette au budget de l'Union européenne. On donne plus d'argent qu'on en reçoit, notamment à travers cette politique de cohésion. Donc, est-ce que c'est vraiment utile pour la France en particulier ? Je voulais te répondre sur ces 2 points. Tout d'abord, je voudrais moi-même remercier les organisateurs pour cette occasion que nous avons ce soir d'échanger entre jeunes et moins jeunes, je vois, c'est parfait. Et je voudrais aussi remercier les organisateurs d'avoir débuté comme ils ont débuté. Parce que je crois qu'on doit partir de là. Si j'ai bien compris, M. Adalid doute de l'Europe. Et c'est une question pertinente. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous sommes tous rappelés, même les acteurs politiques les plus eurosceptiques, les plus critiques, à ce que l'Europe représente réellement pour nous tous et à ce qu'elle nous apporte que nous avons tendance à ignorer. La guerre qui a fait son retour en Europe, d'une façon surprenante, brutale, inquiétante, doit nous faire réfléchir à ce que l'Europe doit être à l'avenir, au service de ses États membres. Et l'Europe, ce n'est pas la Commission européenne. L'Europe, ce sont tous ses États membres. C'est eux qui décident ce qui finalement se fait, ce que finalement on met en commun. Et la politique de cohésion n'est qu'une de ces expressions de ce qu'on décide de mettre en commun. Nous avons un pays, l'Ukraine, qui cherche sa voie vers la démocratie et vers les valeurs de l'Union européenne. Et nous avons un autre pays, la Russie, qui voit cela comme un danger pour elle-même. Je résume en des termes très simples, mais je pense que là est aujourd'hui le fond et la raison de la guerre qui vient de débuter. Ne nous méprenons pas, c'est une guerre contre l'Union européenne. C'est une guerre contre nos valeurs démocratiques. Alors comment l'Europe a-t-elle réagi ces derniers jours ? Je voudrais dire de façon exemplaire, peut-être avec 48 heures de retard par rapport à ce qu'on aurait souhaité voir. Mais on a vu une réponse des États membres de l'Union européenne. À nouveau, ce n'est pas la Commission européenne qui peut décider de ces choses-là. Une réponse unanime, soudée, extrêmement décidée. Nous avons brisé, ces dernières 48 heures, des tabous impensables, comme par exemple le financement à travers le budget de l'Union européenne
d'armes. Le budget de l'Union européenne, normalement, ne peut pas financer des moyens de défense. Eh bien, nous allons financer, pour partie, les armes que certains des États membres ont décidé d'envoyer en Ukraine pour permettre à l'Ukraine de mieux faire face. Nous avons décidé ensemble de fermer l'espace aérien européen dans son entièreté à tout avion russe, même à tout avion privé utilisé par des oligarques. Plus personne ne peut traverser le ciel européen, encore moins atterrir en Europe désormais à partir de la Russie. Vous vous imaginez ce que ça représente, y compris pour des vols qui ne sont pas à destination de l'Europe. Les vols vers les États-Unis, vers le Canada, passent par l'Europe. Ce sont des avancées majeures, et je pense des avancées qui doivent nous faire croire en l'Europe, et qui doivent nous rappeler que nous sommes plus forts ensemble, et que si nous ne sommes pas unis, nous serons extrêmement vulnérables. Je n'aime pas parler de ce sujet, parce que l'Europe, ce n'est pas la guerre. L'Europe, c'est la paix. C'est la paix pour toujours. Et la paix pour toujours, on l'a fait en construisant des choses ensemble. Et ça, c'est l'histoire de l'intégration européenne. À petits pas. Comme Robert Schuman le disait, l'Europe ne se fera pas en un jour. Elle se fera par des solidarités concrètes. Et j'en viens à ce terme de solidarité. C'est la solidarité qui nous rend unis, qui nous fait sentir appartenir ensemble, partager un même destin, partager des mêmes ambitions, partager de mêmes rêves. Le dernier d'entre eux, et j'espère que ça ne restera pas un rêve, c'est de sauver la planète à travers notre ambition climatique, à travers notre ambition en matière de biodiversité. Et il n'y a personne pour mener ces ambitions que l'Europe aujourd'hui dans le monde. C'est l'Europe qui entraîne le reste du monde. Alors pensons-nous, chaque État membre individuellement, être capable d'avoir cet effet d'entraînement sur le reste du monde si on ne le fait pas à travers l'Union européenne? L'Union européenne, c'est 450 millions d'habitants. C'est 20% du PIB mondial. Les États membres individuels, prenons même le plus grand d'entre eux, l'Allemagne, c'est 80 millions d'habitants. C'est à peine plus qu'1% de la population mondiale. Et c'est à peine plus que 5% du PIB mondial. Voilà en fait de quoi nous parlons aujourd'hui. Alors j'en reviens à la solidarité. La meilleure expression de la solidarité européenne, c'est en effet sa politique de cohésion. Sa politique de cohésion qui concentre les moyens financiers mis ensemble par les États membres à travers le budget de l'Union européenne sur les régions d'Europe moins développées. Quelle est la région d'Europe la moins développée aujourd'hui? Elle est française. C'est Mayotte. Mais après Mayotte, il y a un certain nombre de régions bulgares. Et puis ensuite, il y a des régions hongroises, des régions croates, des régions roumaines, et ainsi de suite. Et ces régions-là ont un niveau de vie qui n'est même pas à la moitié de la moyenne dans l'Union européenne. Et ces régions, par souci de solidarité, parce que l'Europe n'est pas simplement un marché intérieur fait de concurrence vive, certes, fructueuse, oui, mais cette concurrence, elle doit être accompagnée par une politique redistributive, et c'est la politique de cohésion. Et elle investit à long terme
comme le disait le professeur Adalid, elle investit à long terme sur des échéanciers de 7 ans dans des infrastructures fondamentales qui souvent ont manqué. Pensons aux États membres encore relativement jeunes de l'Union européenne qui ont rejoint l'Union en 2004 ou en 2007 ou en 2013 même pour la Croatie. L'Europe centrale, elle manquait d'énormément d'infrastructures de base et nous avons, à travers la politique de cohésion, organisé des transferts annuels représentant à peu près 3% du produit intérieur brut de ces États membres. Et voyons où nous sommes aujourd'hui. La Pologne, lorsqu'elle a adhéré à l'Union européenne en 2004, arrivait péniblement à 50% du PIB par habitant de la moyenne de l'Union européenne de l'époque. Aujourd'hui, la Pologne a fait la moitié du chemin vers la moyenne de l'Union européenne. La Pologne frôle les 75% du PIB par habitant moyen de l'Union. C'est une avancée absolument colossale en 18 années. Et ça, c'est l'effet de la politique de cohésion. Et cet effet se retrouve à peu près partout en Europe centrale. On a connu le même phénomène de rattrapage dans les années 80 et 90 dans l'Europe du Sud, Portugal, Espagne, Grèce. Ensuite, c'est devenu plus compliqué. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais avec la crise financière et la crise économique qui s'en est suivie de 2008-2009, ces pays-là se sont retrouvés dans des difficultés structurelles très importantes. Mais la politique de cohésion a démontré qu'elle facilite ce rattrapage. Est-ce que c'est un jeu à somme nulle? Mais pas du tout. Ce sont des marchés qui se développent, des marchés pour les exportations des États membres plus développés, et c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde à moyen et à long terme. Et ça rend l'Europe plus forte et plus soudée. Et avec ça, je ne suis pas entré dans les détails jusqu'à présent, et je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas monopoliser la parole, mais avec ça, on revient au point de départ. C'est cette solidarité-là qui fait que l'Union puisse être aussi soudée qu'elle est. Si l'Union était simplement un marché intérieur fait de concurrence impitoyable, l'Union ne serait rien et l'Union ne serait pas capable de servir ses États membres pour leurs ambitions futures et malheureusement maintenant leur ambition présente de préserver la paix pour eux-mêmes sur le continent européen. Je vous remercie et vous l'avez mentionné, répété, donc la Commission européenne ne décide pas tout toute seule d'elle-même. Il faut des échanges constants entre les 27 États membres, mais il n'y a pas que les 27 États membres qui doivent être consultés dans ce cadre, dans le cadre de la politique de cohésion. Et je me tourne vers vous, Madame Jouan, pour savoir comment concilier ces objectifs européens de politique de cohésion, de solidarité à 27 États membres, mais aussi les réalités concrètes des territoires avec leur propre exécutif. Merci. Également, je me joindrai aux remerciements pour l'organisation de cette réunion, cette conférence et cette belle opportunité. Alors, en fait, la politique de cohésion, pour les régions en Europe, c'est leur politique. En tout cas, elles font en sorte de considérer que c'est un instrument qui les rend réellement actrices de la construction européenne en échange, effectivement, d'argent, mais aussi de partenariats, de développement et de programmes de développement. Et si aujourd'hui, je dirais, après une bonne trentaine d'années, ça paraît normal, c'était une véritable révolution quand la politique de cohésion a été créée, c'est-à-dire, en fait, concrètement, à la fin des années 80. En effet, 27 États membres, c'est ce qu'on dit évidemment, ce qu'on connaît tous. Ce qu'on connaît moins, c'est 15 000 collectivités locales,
Et en fait, si on remonte entre les deux, ben, on a, et c'est en général comme ça qu'on l'organise, notamment parce que chaque unité territoriale est analysée de manière statistique. On a des unités à peu près de la taille de département qu'on appelle NUTS 3. Là, il y en a 1166 en Europe. Et puis, ce qu'on appelle habituellement les régions, alors pas forcément aujourd'hui les régions françaises, puisqu'en fait, c'est un peu des agglomérats d'anciennes régions. Là, il y en est à 242 régions, ou en tout cas de la taille des anciennes régions françaises, et aujourd'hui encore d'autres tailles. Néanmoins, c'est l'unité qui correspond d'ailleurs très souvent à une unité politique, dans le sens d'une... Puisque ça, c'est un autre élément fort en Europe, mais ça nous vient du Conseil de l'Europe, c'est l'autonomie des autorités locales et régionales. Il y a une charte que d'ailleurs la France a ratifiée assez tardivement, seulement en 2007, et quasiment elle était la dernière de tous les pays européens qui sont membres du Conseil de l'Europe à la ratifier. Et pour revenir à la politique de cohésion, c'est en fait cette main tendue directe que d'ailleurs les États membres ne voyaient pas forcément d'un très bon œil, vous pouvez vous l'imaginer. Pour certains, c'était normal, c'était les pays, je dirais, fédéraux qui savaient comment tout ce pouvoir s'organiser à l'intérieur même de leur structure, mais pour des pays très centralisés, tels que, en l'occurrence, le Portugal à l'époque, ou l'Irlande, qui d'ailleurs n'ont toujours pas vraiment en tant que telles des régions, mais aussi la France, dans une certaine mesure, c'était quelque chose de très neuf d'avoir ce partenariat direct via un cofinancement, c'est-à-dire l'Union européenne faisant une offre en disant il y aura cet argent-là, on sait qu'il sera beaucoup plus efficacement utilisé si chacune des régions imagine son programme, et donc ça c'est aussi une nouveauté, c'est pas simplement de l'argent qui descend, mais c'est aussi une obligation de réfléchir, et à l'intérieur même de la région, de réfléchir à ce qu'elle est sur le plan de l'économie, de son développement, là où elle veut aller, là où il y a des opportunités. À l'époque, et ça reste, je dirais, on continue d'avoir ça avec le fonds de transition juste, c'est beaucoup de reconversion qu'il va falloir mener, reconversion industrielle, reconversion dans les services, également valorisation à travers les ressources humaines, à travers la population. Et donc, je dirais que c'est une réflexion qui est menée par chacune des régions. Et tout ça, je dirais que comme c'est un dialogue, en fait, il y a cette espèce de... Bon, je dirais sur le plan organisationnel, c'est lourd, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des stratégies qui descendent, et puis une interprétation avec une négociation au niveau national, et ensuite les régions elles-mêmes qui choisissent, qui se situent, qui rentrent dans ce jeu. Un jeu, je dirais, qui finalement est, comme c'était dit, tout à fait gagnant-gagnant, mais qui est aussi un jeu qui va leur permettre, mais ça je vais peut-être le laisser pour après, aussi de s'affirmer en tant qu'entité politique capable de porter aussi un certain nombre pour les régions, un certain nombre de priorités, des choses sur lesquelles elles peuvent elles-mêmes se retrouver aussi en pointe, et pas simplement uniquement à suivre un mouvement, et en tout état de cause aussi, et ça c'est un élément très fort, des coopérations entre les régions elles-mêmes qui vont se ressembler, qui vont jouer tout un jeu de, je dirais, de comparaison productive, d'alliance, de manière à ce qu'effectivement, à la fin, tout ça soit plutôt gagnant. Merci. Je me retourne désormais donc vers Monsieur Adalid pour... ah non, pardon, j'allais oublier une question auparavant, excusez-moi. Madame Christine de Saintré, nous avons vu donc la présentation de la politique de cohésion, sa logique, pourquoi elle a été créée, pourquoi elle existe, ce principe de solidarité, et comment elle se conjugue avec les entités au niveau local. Et donc justement, vous, en tant qu'élu local, pourriez-vous nous dire en quoi les Rouennais et les Rouennaises, ou les habitantes de la métropole, sont concernés par cette politique de l'Union européenne? Quel est l'impact concret dans leur vie en tant que citoyens et habitants de ce territoire? Oui, là vous m'entendez mieux. Merci beaucoup pour cette question. Alors, en effet, avant toute chose, étant donné
la période que nous vivons, j'aimerais commencer par vous dire 2 mots au regard des heures d'angoisse que nous vivons actuellement. À cause de ce conflit qui est à nos portes. Alors je voudrais en effet m'adresser peut-être aux plus jeunes dans l'Assemblée et rappeler en effet que l'Europe a pour premier rôle de nous protéger, elle a comme premier rôle d'apporter la paix et avec les années qui ont passé, on a considéré que cette paix, elle était peut-être acquise. Mais en effet, les événements que nous vivons actuellement nous rappellent que vivre ensemble, c'est une capacité qu'il faut construire, qu'il faut préserver, que ça s'entretient et que ce n'est jamais acquis, bien évidemment. Et en effet, cette solidarité que nous connaissons aujourd'hui envers le peuple ukrainien est absolument primordiale et on doit la préserver, on doit s'y employer pour protéger l'ensemble des Européens. Alors, au quotidien, évidemment, l'Europe est toujours très présente dans nos collectivités. À Rouen, nous avons décidé par exemple, de candidater à la capitale européenne de la culture, qui est un label attribué chaque année à 2 pays européens et qui mettent en avant un territoire. Et ces projets capitale européenne de la culture, ils ont pour vocation d'abord de mettre en lumière une culture typique d'un territoire, mais cela a pour vocation également de montrer les liens qui existent entre ce territoire et les différents pays européens et dans l'idéal de montrer ce qui peut résonner dans les différentes cultures, c'est-à-dire que on évoquait à l'instant par exemple le patrimoine industriel, c'est en effet un des aspects que nous avons décidé de mettre en avant sur la vallée de Seine normande. Mais si on décide de la mettre en avant, cette culture industrielle, c'est parce qu'elle a aussi une résonance dans les autres territoires européens et ce qui fait sens chez nous peut faire sens aussi dans d'autres territoires. Pour notre part, nous avons décidé de candidater à cette capitale européenne de la culture aussi pour mettre en avant l'histoire de notre territoire et en particulier son peuplement. On veut montrer comment la vallée de Seine s'est peuplée, pourquoi elle s'est peuplée plus ou moins à différentes époques et comment ça a développé éventuellement économiquement nos différents territoires. Voilà, c'est vraiment de permettre à chacune et à chacun de s'emparer de sa propre histoire, de comprendre le territoire sur lequel il ou elle vit. Je vous remercie. Je me retourne désormais vers Monsieur Adalid pour vous poser cette question par rapport donc, à la crise du coronavirus qui peut paraître lointaine au vu de la récente actualité, mais qui est quand même encore prégnante, pour savoir comment la politique de cohésion s'est-elle articulée avec cette crise et ce besoin de relance et l'adoption donc, du plan de relance. Merci. Alors, un point... J'y reviendrai peut-être. Je ne doute pas de l'Europe, je doute de l'Europe telle qu'elle s'est construite et telle qu'elle peut s'articuler aujourd'hui. Sur le coronavirus, il restait des fonds de la politique de cohésion qui ont donc pu être dans une réaction immédiate au moment à peu près il y a un peu moins de 2 ans des premiers confinements, redirigés vers de nouveaux objectifs. Avec une innovation fondamentale, c'est que pour la première fois, les fonds de cohésion ont pu être financés intégralement des opérations. On a eu une rupture avec le principe dit d'additionnalité qui veut que les fonds européens s'additionnent. Principe d'additionnalité qui est fondamental parce que l'Union ayant eu pendant longtemps, jusqu'au plan de relance, j'y reviens, un objectif, un budget limité, eh bien, elle utilisait le budget national en l'orientant à travers le soutien de la politique de cohésion. Donc, au moment de la crise elle-même, on a cette rupture-là. Après, il se trouve que la crise du coronavirus est arrivée en fin de période budgétaire de 7 ans, 2013-2020, et dans la négociation de celle d'après, 2021-2027. Il a alors été décidé de
d'utiliser certains fonds du plan de relance pour les rajouter à la politique de cohésion. Donc il y a des ressources supplémentaires qui ont été ajoutées. Mais plus généralement, le plan de relance, c'est quoi? C'est 700 milliards, 350 de subventions, 350 de prêts à peu près, qui là sont soumis au principe d'additionnalité par contre, mais dont l'objectif, il est de garantir la pérennité économique de l'Europe et donc sa sortie de crise par le haut, en opérant en même temps la double transition, la transition verte et la transition écologique. En soumettant les États à cette logique alors encore de planification. Les États sont obligés d'envoyer tous les ans des plans, et pour le plan, des plans pour la reprise et la résilience qui ont été envoyés au printemps dernier, négociation avec la Commission, et ensuite le plan est approuvé. Et il y a ceci de très... il y a la deuxième rupture qui arrive avec le plan de relance, c'est que on avait déjà vu ça en partie avec la politique de cohésion, mais là c'est fondamentalement nouveau au regard des montants. Si les États, dans leur plan pour la reprise et la résilience, définissent les réformes qu'ils vont faire et des jalons et des cibles, c'est-à-dire qu'ils expliquent dans le temps qu'est-ce qu'ils vont faire et comment ils avancent. Et s'ils ne respectent pas les jalons et les cibles, ils n'auront pas les fonds du plan de relance. Je limite un peu, enfin je caricature un peu, mais c'est à peu près ça. Et j'en viens en une minute à mon scepticisme. Mon scepticisme, il est que il y a une double rhétorique dans l'intégration européenne. La rhétorique fondatrice, c'est ce qu'on appelle la légitimité par les objectifs et les résultats. Ce que fait l'Union européenne est légitime parce qu'elle poursuit un objectif légitime, la paix, et elle y arrive, donc elle est légitime. Et puis vous avez quand même la légitimité par les procédures. Comment on le fait? Et le problème du comment on le fait, c'est qu'au bout d'un moment, si on le fait d'une manière qui, à mon sens, peut être problématique, on peut obérer la légitimité par les objectifs. Et donc l'objectif ne devient plus suffisant pour garantir la légitimité de l'Europe. Et typiquement, le plan de relance. Le plan de relance se fonde sur la transition écologique. Et personne n'est contre la transition écologique. Mais il y a une question qu'on n'a jamais réglée. Est-ce que l'économie de marché est possible avec la transition écologique? Je suis désolé, c'est une question philosophique, économique absolument fondamentale qu'on n'a pas réglée et qui ne peut se régler que par un débat, une procédure démocratique. Donc quand l'Europe nous dit, et l'Union européenne nous dit qu'on va faire la transition écologique, on est tous pour. Mais la légitimité par la procédure, c'est déterminer comment on fait cette transition écologique et donc avec quel logiciel intellectuel. Et c'est pour ça que faire des choses positives, on est tous d'accord. Mais il y a des questions politiques. C'est-à-dire, une vraie question politique, c'est une question qui se pose en termes de valeurs. Eh bien, posons-nous ces questions-là. Moi, je suis pour la transition écologique, mais à titre personnel, je suis encore en train de réfléchir, de savoir si c'est compatible avec une économie de marché telle qu'on la pratique aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, ce débat, on ne l'a pas eu. Donc, il est nécessaire, à mon sens, de faire cette différence entre ce qu'on fait et comment on le fait. Alors, je vais me tourner vers le représentant de la Commission européenne pour parler de cette légitimité, de cette conditionnalité, notamment aux questions de la transition énergétique, mais pas uniquement, on l'a vu aussi. Il y a des questions de respect d'état de droit, notamment. Donc, pouvez-vous nous dire, pour vous, en quoi il est légitime de la part de l'Union européenne, je dis globalement, hein, pas que de la Commission, parce que la Commission ne décide pas tout d'elle-même, comme vous l'avez précisé en introduction, mais en quoi c'est légitime, elle est légitime, l'Union européenne, à imposer ces conditions. Excellente question. Je crois qu'il faut repartir des bases. L'Union européenne, c'est quoi? C'est un État? Non. C'est une construction sui generis qui ne ressemble à aucune autre dans le monde, mais qui repose sur la décision libre et souveraine d'États de partager certaines souverainetés entre eux et de s'imposer
des institutions, ou de se doter plutôt d'institutions, de règles procédurales pour prendre des décisions ensemble. Et la clé de voûte de tout cela, c'est que tout le monde accepte la règle de l'état de droit, à savoir que les pouvoirs qui sont octroyés à l'Union européenne par ses États membres, et ces pouvoirs viennent de ces États membres, parce que tous les États membres ont ratifié les traités européens tels qu'ils sont en vigueur aujourd'hui. Eh bien, il y a un arbitre suprême pour interpréter la règle de droit européenne, et c'est la Cour de justice de l'Union européenne. Tout comme il y a une Cour constitutionnelle dans chaque État membre pour déterminer, in fine, le respect des lois, des normes décidées avec le texte fondamental, le texte fondateur de ces États, leur constitution. Eh bien, pour les traités européens, c'est exactement la même chose. Quelles sont les institutions de l'Union européenne qui prennent des décisions? C'est assez simple, hein? On peut comparer ça à la plupart des systèmes parlementaires en Europe. En fait, on a un pouvoir de proposition qui est la Commission européenne. La Commission européenne fait des propositions, toujours sur base des traités. Elle ne peut pas inventer, par exemple, je ne sais pas moi, une proposition pour une armée européenne. Et ceux qui décident, ce sont deux chambres d'un Parlement. D'une part, une forme de Sénat, où sont les 27 États membres autour de la table, et d'autre part, le Parlement européen en tant que tel, élu directement, au suffrage universel, par une élection qui se passe le même jour dans tous les États membres. Je crois que si on décortique ça, on constate qu'il y a là une pleine légitimité démocratique au quotidien. Il y a des élus directs qui émanent de ce suffrage universel au Parlement européen, et il y a des élus moins directs qui sont les ministres, voire les premiers ministres ou présidents, qui siègent au sein du Conseil, qui est donc cette forme de Sénat. Et ces deux institutions, normalement, pour l'immense majorité des propositions de la Commission, doivent se mettre d'accord. Alors, parlons de la transition écologique et parlons des débats internes qui ont lieu au sein de ces institutions pour déterminer quelles sont nos ambitions communes, qu'allons-nous faire, comment allons-nous le faire. Mais ce débat, il existe. Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous avons une loi climatique décidée par le Conseil et par le Parlement européen et orientée à la base par l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement qui unanimement ont approuvé ces pierres angulaires. Quelles sont ces pierres angulaires? C'est d'arriver d'ici à 2030 à une réduction des émissions à effet de serre de 55% et d'arriver à zéro d'ici à 2050. Entre-temps, c'est une loi. Nous nous sommes en commun, à l'intérieur de l'Union européenne, fixé ces objectifs par la loi. Et ça a force de loi, parce que nous sommes une union basée sur la règle de droit. Maintenant, on en arrive exactement au débat dont parlait M. Adalid.
The devil is in the details, comme disent les Britanniques. Évidemment, c'est plus facile de proclamer ces objectifs que de les atteindre. Et évidemment, ça va signifier des chamboulements énormes dans nos habitudes, dans le tissu économique, dans le tissu industriel, dans les technologies, et ainsi de suite. Quel point de départ avons-nous? Nous avons un mécanisme de marché qui a été décidé à nouveau par une loi européenne. Je simplifie. Ça a été mis en place à peu près en 2010. Comment s'appelle ce marché? ETS, Emissions Trading Scheme. Dans ce marché, il y a chaque année à disposition une certaine quantité de permis d'émission. Et les plus grands secteurs industriels doivent acheter ces permis d'émission pour avoir le droit d'émettre leurs émissions. Et comme vous l'avez certainement lu récemment, ce marché devient très contraignant. Il devient très disciplinant parce que les droits d'émission diminuent d'année en année. Et le prix de la tonne de carbone a tendance à augmenter. C'est exactement le but de ce marché. C'est de réduire les émissions là où c'est le moins cher. Ce n'est pas un État qui détermine qui a droit à quelles émissions. C'est le marché qui détermine là où c'est le moins cher pour la société de le faire. Et le fait qu'aujourd'hui on ait une tonne de CO2 qui valent presque 100 €, eh bien ça contribue énormément à l'accélération de l'adoption de technologies propres par les industries elles-mêmes. Donc, je dirais de ce point de vue-là que la réponse politique, elle a déjà partiellement été donnée, à savoir que on continue de croire en l'économie de marché, y compris pour identifier comment on peut au mieux s'adapter à nos objectifs climatiques. Il y aura encore beaucoup de débats, parce que la Commission européenne a fait différentes propositions pour arriver à ces moins 55% à terme. Et le marché, qui pour l'instant ne porte que sur les industries, ne couvre qu'à peu près la moitié des émissions annuelles. Il y a des pans entiers qui, aujourd'hui, ne sont pas soumis à cette discipline. C'est notamment les transports, le transport routier, et c'est aussi tout ce qui concerne l'habitat, le chauffage. Et là, il faudra bien qu'on trouve également un moyen pour progressivement réduire les émissions. D'où le plan de relance, d'ailleurs. Le plan de relance, il cherche à orienter la relance, le soutien à l'économie, à travers la promotion de technologies vertes, à travers la promotion de l'efficacité énergétique, pour devoir moins chauffer, tout en étant au chaud, comme avant, dans ces habitations. Donc, voilà, je pense qu'il n'y a pas de problème de légitimité procédurale au sein de l'Union. Ces débats ont lieu. Et ils sont difficiles, évidemment, parce que les États membres viennent de situations très, très différentes. Imaginez la Pologne, qui aujourd'hui encore dépend pour 70% de son énergie du charbon. La France, elle, en comparaison avec sa dernière centrale, qui plus ou moins est fermée maintenant, sa dernière centrale au charbon, et qui, pour à peu près moitié, dépend du nucléaire, qui n'émet quasiment pas, et pour le reste, en partie du gaz, en partie du renouvelable, est dans une situation tout autre. Évidemment, les efforts requis seront beaucoup plus importants pour un État membre comme la Pologne.
D'où, en effet, les débats vifs qui ont lieu pour trouver, pour chacun, la voie vers la neutralité carbone. Mais ça se fait ensemble et de façon démocratique. Je vous remercie. Donc ces débats, on l'a vu, ont lieu entre États membres, mais aussi avec les élus des citoyens européens directement au Parlement européen. Mais comment faire en sorte d'impliquer les entités régionales ou infra dans ces débats? Comment porter la voix des territoires au sujet des décisions de l'Union européenne? Madame Jouan. Oui, alors moi j'ai l'habitude de présenter une structure qui s'appelle, enfin une instance, une assemblée qui s'appelle le Comité des régions, comme un mini-Sénat européen. Alors effectivement, stricto sensu, le Sénat, c'est plutôt le Conseil européen. Et donc on serait sur quelque chose qui n'existe finalement pas en France, qui est la représentation de toutes les régions, mais en fait plus exactement de toutes les collectivités, qui a un pouvoir je dirais un pouvoir consultatif dans le processus où se retrouve d'une part le Conseil européen, enfin le Conseil et de l'autre côté le Parlement européen. Et donc ce comité des régions, il existe aussi une autre structure que là on connaît plus quand on est en France, c'est le comité économique et social, qui représente lui les organisations issues de la société civile organisée. Et en l'occurrence, donc, le comité des régions, lui, participe, d'après, ça, je dirais, c'est depuis le traité de Maastricht, a été créé à ce moment-là, participe à titre consultatif, théoriquement, quasiment à toutes les décisions et toutes les directives, tous les futurs règlements. En fait, c'est une énorme machinerie et donc je dirais que, de fait, progressivement, il s'est concentré, souvent d'ailleurs, sur tout ce qui touche vraiment le territoire, c'est-à-dire la politique de cohésion. Et du coup, je dirais, cette assemblée qui se réunit 5-6 fois dans l'année, qui elle-même élabore des avis, va chercher ces avis auprès des délégations nationales de collectivités, mais aussi évidemment de ses membres qui sont obligatoirement des élus, donc ça c'est quelque chose d'assez important, et qui peuvent être des élus au niveau municipal, ou au niveau, pour la France, du département, au niveau de la région. Alors, peut-être, moi, j'aimerais bien, enfin, je dirais qu'il y a aussi parallèlement, tout à l'heure, je parlais de coopération, c'est qu'effectivement, il y a aussi, alors dans une logique beaucoup moins pyramidale et beaucoup moins procédurière, les associations de régions, alors les associations de régions à pouvoir législatif, des associations de régions qui ont des particularités et qui vont, je dirais, elles-mêmes essayer de faire prévaloir un certain nombre de leurs idées, souvent, en fait, avant la phase de négociation. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont participer énormément à essayer de convaincre la Commission, qui a ce pouvoir d'initiative exclusif, que tel ou tel sujet sera important. Et donc on a comme ça la CRPM, c'est-à-dire la Conférence des régions périphériques et maritimes, qui ont beaucoup contribué, je dirais, à développer une particularité en termes de tout ce qui était périphérique. Il y a aussi d'autres, alors là c'est des associations plutôt de métropoles avec Eurocities. Il y en a aussi d'autres, telles que l'Association des régions d'Europe ou le comité, le Conseil et communes des régions d'Europe. Et je dirais que tout ça contribue à une espèce de... Ça pourrait être appelé lobbying, mais en fait, ça n'est pas tant que ça, parce qu'en fait, je dirais que là, pour le coup, c'est une approche de type politique. Mais si je rentrais, j'aimerais bien rentrer aussi dans le débat qu'on a eu là sur la question de l'économie de marché. Et bon, vous savez tous que dans les traités, on parle plutôt d'économie sociale de marché. Moi, je dirais que c'est une économie sociale de marché très administrée, malgré tout. Parce que si on pense au nombre de sujets sur lesquels, effectivement, pour atteindre des objectifs, et en l'occurrence via la politique de cohésion, on propose aux régions, je dirais, un menu. Donc, malgré tout, elles vont contribuer, mais même s'il y a une focalisation sur un certain nombre d'objectifs, c'est à elles de décider si, effectivement, en fonction de leur situation, elles se sentent plus capables ou elles ont plus d'efforts à faire, elles se mobiliseront davantage sur de la transition
écologique ou de la transition énergétique ou de la transition numérique. Et c'est ainsi que certaines régions qui étaient très mal dotées en capacité, bon, par exemple, si je réfléchis, alors une région qui n'existe plus, la région Auvergne, avait décidé à un moment qu'elle ferait, grâce aux fonds européens, précisément un énorme effort pour doter toute sa région, qui est une région montagnarde, qui est vraiment, je veux dire, une zone très montagnarde, difficile d'accès, mais que tous les villages auraient une connexion à haut débit. Et je dirais que là aussi, c'est une mobilisation, donc elles choisissent aussi dans le menu, et du coup, elles vont aussi mobiliser toute une partie de leur population, de leurs acteurs économiques, dans je dirais, la contribution à ce genre d'effort. Un autre élément, peut-être en restant toujours dans les questions de transition énergétique et écologique, je pense aux aires protégées. Bon, effectivement, il y a des grandes décisions qui ont été prises sur les aires protégées récemment. Néanmoins, la France a été extraordinairement tardive dans son adoption et dans son identification des zones Natura 2000. Bon, pour moi-même habiter une partie de l'année juste à la frontière entre la France et l'Italie, ben en fait, les zones Natura 2000 mer italiennes, elles ont été identifiées quasiment 15 ans avant les françaises. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en fait, à travers la politique de cohésion, mais c'est à la décision de chacune des régions, il y a des financements européens qui peuvent aider à la gestion de ces aires. Aires protégées marines ou aires terrestres protégées. Et donc, du coup, je dirais qu'il y a à la fois c'est aussi une demande, je dirais que la politique de cohésion oblige aussi chacune des régions, non pas à faire un concours de beauté, mais à se mobiliser en interne, de savoir effectivement comment elle va choisir son propre développement. Et quand on compare, quand on regarde par exemple autant de programmes régionaux, autant de diversité. Enfin, je dirais que oui, il y a des tendances qui se dégagent et qui sont plus ou moins contraintes via les objectifs qui sont fixés au niveau européen. Néanmoins, il y a une telle variété. Quand on dit oui, il y a un effort à faire en matière de santé, etc., bon, on va trouver des choses extraordinairement différentes d'une région à l'autre, certaines se disant oui, nous, sur les questions de santé, c'est les nouvelles technologies, c'est la télémédecine, etc. D'autres disant non, non, nous, on va au contraire travailler beaucoup plus sur la qualité de vie et une population qui est plus âgée, etc. Donc je dirais qu'il reste un énorme menu potentiellement utilisable par chacune des régions. Et c'est pour ça aussi que la politique de Corée, enfin, pourquoi les régions considèrent que c'est leur politique? Parce que c'est une affaire d'émancipation. Et ça, c'est bon, un mot qui n'a peut-être pas été dit. Je pense que ça, c'est le plus de l'Union européenne. C'est sa capacité, alors en anglais, c'est empowerment. On peut le traduire par émancipation, mais je veux dire, c'est une force énorme pour tous les territoires depuis maintenant 30 ans, même plus. Voilà. Merci notamment pour ces exemples concrets de la politique de cohésion sur les territoires. Je me retourne maintenant vers le public. Un micro va circuler parmi vous pour prendre vos questions sur le fonctionnement de la politique de cohésion, son histoire, le rôle de chaque institution européenne, des exemples concrets, ou encore la candidature de Rouen pour être capitale européenne de la culture.
mais ça fonctionne pas aussi. Bonjour. Ok. Alors bonjour, je m'appelle Violette Clara, je suis la vice-présidente étudiante de l'Université de Rouen. Et on a beaucoup entendu parler du rôle des collectivités, des régions ou encore des départements dans tout ce qui va être politique européenne et dans les politiques de cohésion sociale. Et je me questionne aujourd'hui sur le rôle des jeunes dans ces politiques-là et comment en fait la voix des jeunes peut être entendue parce que on voit quand même qu'il y a une certaine déconnexion entre l'Europe et les jeunes étudiants sur nos campus actuellement. Et du coup, je voulais connaître vos différents points de vue sur comment on pouvait les impliquer, quelles étaient les différentes voies selon vous qui étaient les plus efficaces ou sur le fonctionnement même. Merci. Peut-être prendre plusieurs questions avant de répartir la parole entre les intervenants. Il faut être jeune pour galoper comme ça, c'est bien. J'ai beaucoup aimé l'intervention de la jeune femme qui est là-bas et qui vient apporter un complément de question à celle qui vous était posée, madame, du moins à celle à laquelle vous avez répondu. Je m'appelle Dominique Lacaille, j'enseigne l'économie sociale, solidaire et sociale à l'université. Et je trouve qu'effectivement, les jeunes se posent la question en comment ils peuvent prendre part au débat sur l'Europe, sur les territoires, etc. Je remarque d'ailleurs que tout à l'heure, le monsieur qui anime la réunion a posé une question sur les territoires et on lui a répondu sur les régions. Et à un certain moment, vous avez même dit, mais j'appréciais quand même votre réponse, qu'on parlait de coopération, voire d'association de régions. Moi, je ne sais pas si je fais un débat dans le débat, mais il me semble que quand les jeunes parlent de territoire, quand les étudiants parlent de territoire, ils parlent de ce qui vient d'en bas. Alors que quand on parle de région, mais ce sont quand même des instances démocratiques, rien à dire, mais ce sont des instances institutionnelles, ce sont des instances installées. Ce n'est pas tout à fait la même approche. Moi, je ne cherche pas à les opposer, je cherche à les complémentariser, si je peux inventer ce mot-là. Il me semble que c'est comme ça que les jeunes, mais après tout, étendons, on va dire les gens en général, peuvent mieux se sentir impliqués dans cette Europe. Vous pouvez dire des régions, j'adhère d'ailleurs, mais que moi je vais dire des territoires. Je donne la parole à Madame Jouan pour répondre à ces questions. Bonjour. Déjà, merci beaucoup de nous inviter au débat, nous les jeunes et les plus âgés aussi. J'ai beaucoup aimé votre débat entre vous. C'était super intéressant, surtout concernant l'Ukraine, par exemple, et la cohésion au sein de l'Union européenne. Vous avez parlé notamment de la cohésion, de ses limites aussi au sein de l'Union européenne. Vous avez évoqué, entre autres, le problème de l'économie de marché et aussi par rapport à l'écologie, tout ça. Vous avez dit que c'était assez compatible. Au final, on voit aujourd'hui qu'il y a quand même un creux entre les deux. L'écologie, c'est super important. On en parle souvent, très souvent, tous les jours. Les politiciens essayent de s'impliquer, mais au final, on voit que les lois qui essayent de passer on n'a pas forcément pour l'instant beaucoup de résultats. Souvent, on nous donne des objectifs d'ici 2050 ou des lois d'ici 2022, 2023. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un creux au niveau de tout ça. Et là, l'Union européenne, elle n'est pas très coordonnée, j'ai l'impression, vis-à-vis de ça. Même si l'Europe, vous l'avez dit, a beaucoup ses avantages, préserve la paix. On le voit en ce moment, il y a une forte cohésion au sein de l'Europe entre les différents pays. On a vu la France, l'Allemagne, l'Angleterre, enfin l'Italie s'allier vis-à-vis de l'attaque qu'il y a eu en Ukraine. Et on voit que l'Europe est importante. Elle se positionne aussi sur beaucoup de choses.
Et vous l'avez très fortement évoqué, Marc Lemaître, vous l'avez dit. Mais malgré tout cela, l'Europe, oui, c'est un avantage pour tous les pays, pour la France, pour l'Allemagne, mais ça a quand même ses limites. Et c'est un problème vis-à-vis de l'écologie. Il y a un vrai problème. Et ça, je pense que l'Union européenne, c'est un bon point pour la France, pour la paix, pour l'économie, pour supporter les économies, pour pour réagir face dans des conflits. Et voilà. En tout cas, je vous remercie et j'espère que toutes ces questions que vous posez pourront être réglées. Merci. On reprendra par la suite une deuxième salle de questions s'il y en a. Je me tourne vers Madame Jouan par rapport à la participation des jeunes et comment ils peuvent être écoutés. Oui, je vais peut-être essayer de répondre aux deux questions aussi, celle sur le territoire. Alors, concernant les jeunes, la question c'est effectivement de savoir si on considère les jeunes comme des clients, comme des usagers, comme des destinataires de services à qui on doit faire des offres, ou au contraire comme des personnes qui sont capables d'identifier ce qu'elles veulent, où elles veulent aller, où elles veulent s'engager, etc. Et à ce moment-là, on est dans quelque chose de très différent. Alors peut-être que c'est faux, mais l'image que j'en ai aujourd'hui, c'est celle que j'ai pu rencontrer au niveau européen, c'était dans les années 2000, où à travers la politique de cohésion, on s'est posé la question, oui, mais l'égalité homme-femme, on l'a fait prévaloir comment? Et à ce moment-là, on a dit, en fait, quand il va falloir identifier quelle politique, comment on va définir des programmes de développement régional, eh bien, il va y avoir de la concertation et on le fera aussi avec des représentants. Alors, il y avait deux types de représentants au-delà du traditionnel, les syndicats, les représentants d'employeurs, etc. C'était les associations je dirais, d'égalité donc de femmes entrepreneurs, de femmes qui, elles aussi, pouvaient avoir des problèmes de chômage, des femmes qui, donc, allaient être vraiment bénéficiaires, mais en même temps étaient capables de concevoir ces politiques et ces mesures et des projets. Et donc, peut-être qu'une des solutions, enfin, une parmi tant d'autres, ça pourrait être aussi de se dire que finalement, on pourrait laisser de la place au moment de la conception des programmes régionaux à gérer une partie de population qui effectivement a des choses à dire. Donc c'est juste tout à fait une proposition qui n'engage que moi. Concernant les territoires, alors je dirais que là, en l'occurrence, si l'Europe a fait beaucoup, si on peut dire, ça a été en imaginant quelque chose qui a été conçu au début sur une formule un peu anglo-saxonne, c'était le développement local endogène. Donc, il y a eu des programmes assez vite, où là, la particularité, c'est que l'Europe, directement, pendant 5 ans, s'est adressée directement à des territoires, à des populations, en leur disant, vous avez des programmes, si vous avez un projet, on est capable de vous le cofinancer. Très vite, ce qui s'est passé ensuite, c'est que les États membres ont commencé à dire, non, mais ça ne nous plaît pas beaucoup que la Commission européenne soit en relation directe avec les territoires, donc on va créer nous-mêmes des procédures à l'intérieur. Donc, je dirais, ce qui se passe, c'est effectivement qu'on a aussi parfois aujourd'hui des procédures compliquées parce que les États membres se sont mis au milieu et que d'autres organisations se sont mis au milieu. Donc, peut-être que, ceci dit, on a vécu pendant 15 ans, 20 ans, une régression de ce côté-là. Et puis, au miracle, à la dernière programmation, on s'est dit, ouais, mais quand même, l'Union européenne peut s'adresser directement, que ce soit dans les zones rurales, que ce soit dans les zones urbaines, aux populations. Donc ça a appelé le développement local pour les acteurs locaux. C'était un petit programme. Et le territoire, aujourd'hui, je dirais, c'est plutôt positif. La nouvelle programmation a carrément une cinquième priorité qui s'appelle Europe de proximité. Et donc ça, je dirais que c'est quelque chose qui effectivement revient. Ça n'a pas été imaginé juste récemment, mais en l'occurrence, les territoires, ils sont bien présents. Et il n'est pas toujours facile pour, je dirais, des collectivités bien installées d'accepter de se dire que parfois, elles ne seront pas majoritaires dans un tour de table, mais qu'effectivement, il y aura des habitants, il y aura
des acteurs économiques ou des acteurs associatifs qui y participeront. Donc la politique de cohésion permet aussi ça. Voilà. Merci, je me retourne maintenant vers Madame de Saintré pour cette question de la parole des jeunes et comment au niveau local on peut potentiellement les écouter, leur donner la parole. Oui, je vous remercie. Mais en effet, je pense que le projet Capitale européenne de la culture est un bon exemple pour cette participation citoyenne des jeunes. D'abord parce que une telle candidature ne peut remporter l'approbation du jury qu'à la condition que le projet soit co-construit avec les différentes forces du territoire, que ce soit la jeunesse ou les entreprises ou les associations. Voilà, enfin, il faut vraiment que les différentes sphères qui composent le territoire participent au projet. En ce sens, l'association qui porte ce projet de candidature, qui est une association qui s'appelle Rouen 2028, qui porte le projet au titre de la ville de Rouen, de la métropole, mais aussi de toutes les collectivités qui ont adhéré à cette association et qui composent le territoire de candidature, ont proposé différentes modalités pour pouvoir justement proposer des projets et co-construire la candidature. Alors ça a débuté l'été dernier avec une opération qui s'est appelée Entrée dans le rêve, où en fait il y a eu d'abord des ateliers qui ont été menés dans différentes communes et il y a eu des boîtes à rêves qui ont été déposées dans plus de 36 communes de mémoire. Et cette récolte a permis de décortiquer plus de 2000 rêves et ces utopies en fait nous ont permis de tracer des thématiques déjà sur lesquelles la population ressentait un besoin de changement en tout cas. Et on a eu des demandes notamment sur la transition écologique que vous évoquiez tout à l'heure. Des préoccupations également autour des mobilités et notamment des mobilités douces à développer. Beaucoup de demandes autour de l'accès à l'eau, aux fleuves. Et puis beaucoup de sujets autour du vivre ensemble également. Donc ça, c'est voilà, des thématiques que nous, on a absorbées dans la candidature. Et cette consultation citoyenne, en fait, elle continue. J'ai envie de dire presque au quotidien jusqu'au rendu de notre candidature, donc qui se situera en novembre 2022, donc il nous reste 10 mois. Et voilà, nous avons différents dispositifs auxquels vous pouvez participer. Là, on vient de terminer des ateliers inspirés qui avaient pour vocation de solliciter des personnes ressources sur le territoire, connaisseurs notamment des pratiques et des projets culturels qui irriguent le territoire. Et nous entrons dans une nouvelle phase qui, je crois, a été mise en ligne aujourd'hui, en ligne sur le site de la métropole. En fait, c'est un questionnaire à destination de tous et toutes qui va nous permettre en fait une consultation dans le même sens des rêves inspirés pour recueillir le besoin, l'envie et aussi les lieux sur lesquels on doit développer le territoire, puisque un projet Capitale européenne de la culture, je ne voulais pas détailler tout à l'heure, mais il n'a pas vocation simplement à mettre en lumière ce qui fonctionne bien aujourd'hui, nos politiques culturelles qui ont du sens, mais ça a pour vocation de en fait, venir réparer le territoire, de faire un exercice de résilience, tout simplement, d'avoir conscience de nos faiblesses, d'avoir conscience des endroits où il est plus compliqué de vivre au quotidien, pour venir les réparer, notamment par des projets culturels, mais surtout par des projets de développement d'infrastructures et de développement du territoire. Donc ce questionnaire va venir voilà, continuer à chercher auprès des habitants et des habitantes ce que l'on considère comme nos forces et ce que l'on considère comme nos faiblesses, pour pouvoir en fait derrière bien évidemment aller réparer ces faiblesses. Au mois de mai, nous aurons également ce que l'on appelle aujourd'hui, alors qui changera peut-être de nom, mais ce que l'on appelle aujourd'hui un marathon des idées, où l'on va solliciter des structures, en fait on va demander aux habitants de travailler
avec des entreprises, avec des associations, avec des structures culturelles, afin de proposer des idées concrètes justement pour cette capitale européenne de la culture. Et puis nous aurons durant l'été également des cafés capitales qui nous permettront également de venir lors des manifestations en fait, des différentes collectivités, des différentes communes, de venir à la rencontre des publics et des habitants pour continuer à fédérer autour de ce projet Capitale européenne de la culture. Je vous remercie. Je me retourne ensuite vers Monsieur Lemaitre. Peut-être un mot sur les opportunités de consultation, hein, promues par la Commission européenne notamment. Je pense à la conférence sur l'avenir de l'Europe, en essayant d'être un peu synthétique pour pouvoir reprendre d'autres questions. Difficile d'être synthétique sur des questions aussi fondamentales que la démocratie, parce que c'est, je crois, le sujet qui est mis en avant, et à juste titre. La démocratie, ça prend différentes formes. La première, ce sont les élections. Et je pense que en Europe, il y a eu une certaine érosion dans la participation aux élections. Et je crois qu'on doit quand même se poser la question du pourquoi, aussi en tant que citoyen et électeur. Et je suppose que tout le monde est ou sera bientôt ici électeur. Au Parlement européen, par exemple, le taux de participation en France est, permettez-moi l'expression, déplorable, comme si l'Europe ne comptait pas. Et en plus, les campagnes électorales ne se font pas sur des thèmes européens. Elles se font sur tout, sauf des thèmes européens. Il y a là, je crois, une responsabilité, et ce n'est pas spécifique à la France, hein, je ne suis pas en train de noircir le tableau en France, mais il y a là, je crois, un certain examen de conscience à faire par ceux qui mènent les campagnes électorales. Mais au-delà, comme vous le dites, il y a tout ce qui se passe entre des élections, et il y a d'autres manières de participer au choix collectif, au choix public. Et la politique de cohésion, je pense, en effet, offre un certain modèle qui est plus ou moins bien mis en œuvre sur les différents territoires, dans les différentes régions européennes. Le principe, c'est ce qu'on appelle le principe de partenariat, à savoir que lorsque une région imagine son plan de développement pour les 7 années suivantes, à financer par la politique de cohésion, cette région est censée organiser un large débat avec les partenaires sociaux, mais pas seulement, avec la société civile, avec idéalement aussi des représentations de la jeunesse, de la région concernée. Et pourquoi est-ce si important? Parce que nous sommes face à des transformations profondes de nos sociétés. Si nous voulons relever notre défi écologique, si nous voulons arriver à remplir nos objectifs. Je prends l'exemple du Fonds de transition juste, qui est un nouvel instrument sous la politique de cohésion. C'est très pertinent pour la région où nous sommes aujourd'hui. La vallée de la Seine a été mentionnée. La vallée de la Seine représente 10% des émissions de CO2 à travers ses activités industrielles de la France et 76 000 emplois. Vous me corrigerez, hein, les locaux aussi, si je me trompe. C'est considérable. Alors, on parle de quoi? On parle de la coquefaction, de la raffinerie, des produits métallurgiques, et ainsi de suite. Mais tout cela va devoir évoluer, et rapidement. On parle en effet d'objectifs à horizon 2030. Eh bien, le Fonds de transition juste, la France propose à la Commission que
pour la vallée de la Seine, on octroie une enveloppe d'un peu plus de 100 millions d'euros pour aider à des mesures de transition, de diversification économique d'ici à 2030. Mais un tel programme doit être développé avec ceux qui vont pouvoir contribuer à cette transition. Et je ne fais pas dans le populisme, mais je prétends que si on n'implique pas les jeunes dans ces visions d'avenir, dans ce nouvel entrepreneuriat pour développer de nouvelles activités, eh bien, on ne sera pas dans le bon. D'où l'importance de ce principe de partenariat, excusez le terme peut-être un peu bureaucratique, mais je viens de décrire l'idéal qu'il y a derrière cela. Alors sur l'écologie, j'y reviens quand même, parce que c'est frappant que vous disiez que l'Europe n'a pas l'air coordonnée sur l'écologie. Je vous ai dit que l'Europe s'est dotée d'une loi, et ce n'est pas une blague. Elle s'est dotée d'une loi que nous atteindrons une réduction de 55% des émissions de CO2 d'ici à 2030. Et 2030, c'est demain. Nous allons y arriver, je n'en ai aucun doute. Aujourd'hui, la Commission a mis sur la table des propositions pour faire en sorte que cette équation tienne sur pied. J'ai mentionné un aspect, qui est les émissions industrielles qui sont soumises à un mécanisme de marché. Là, on sait très bien qu'avec les permis d'émettre qui vont diminuer d'ici à 2030, cet aspect-là sera résolu. Mais reste tout le reste dont j'ai parlé, les transports, le chauffage et ainsi de suite. La Commission, à nouveau, a fait des propositions dans ces domaines-là. Les renouvelables. Combien de parts de renouvelables d'ici à 2030 ? La Commission a fait des propositions. Les gains en matière d'efficacité énergétique des bâtiments. Même chose. La Commission a proposé une certaine courbe de réduction, d'assainir annuellement 3% du parc immobilier dans chaque État membre. Là, on est dans du dirigisme, hein, on n'est pas dans de l'économie de marché. On dit, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Tout cela pour que ces moins 55% soient atteints en 2030. Alors maintenant, où en sommes-nous ? On en est exactement à ce que je mentionnais auparavant. Et c'est en cela que je crois que c'est parfaitement légitime et démocratique. Eh bien, les États membres qui voient tous leur position de départ, hein, la Pologne avec la part de charbon énorme, qui, bien entendu, aura beaucoup plus de mal, eh bien, il faut trouver un accord pour que l'effort de chacun soit acceptable et accepté, et avec des financements européens. Et j'en reviens à la question à laquelle je n'ai pas répondu, et je termine par là. Pourquoi des financements européens partout en Europe ? Pourquoi la France se dote-t-elle de programmes de cohésion, de programmes pour une transition juste, par exemple ? Eh bien, je vais poser la question à l'envers. Imaginez une Europe où la France, tout en participant aux décisions et en disant oui, il faut moins 55% d'ici à 2030, et oui, ça va signifier pour la France ceci en termes d'ajustement, et par ailleurs, à la France, on dirait simplement « et maintenant, vous avez le droit de payer pour les autres ». Et c'est tout. Et vous, France, débrouillez-vous. Pas de mécanisme de partenariat, pas de programme, et ainsi de suite. Moi, je ne donne pas cher de la popularité de l'Europe à moyen terme. Elle n'est déjà pas rose aujourd'hui, mais si on organisait les choses de cette manière-là, et la France viendrait à se détourner de l'Europe, elle viendrait à dire « mais moi, je n'ai plus envie de payer, c'est aussi simple que ça. Pourquoi est-ce que moi, je dois toujours payer pour les autres, et en plus, on m'impose des obligations. Certes, je participe à la décision, mais on m'impose des obligations à partir de Bruxelles. » C'est pour ça que c'est essentiel que tous les États membres, et je suis entièrement d'accord avec Madame Jouan, tous les territoires européens soient partie prenante et aient des moyens pour agir, même s'ils ne sont pas
suffisant en tant que tel, mais au moins qu'il y ait un soutien européen en complément et pour pouvoir avoir sa propre interprétation et sa propre vision de comment contribuer aux objectifs communs. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a encore 2 dernières questions? On a commencé un petit peu en retard, donc... Sinon, on passe à la conclusion. Oui. Il n'y a pas de questions. Je vais juste laisser la parole à Philippe, Philippe Tillet du mouvement européen Seine-Maritime. Oui. Bonsoir. Quelques secondes simplement, d'abord pour remercier la ville de Rouen, remercier la métropole de nous avoir permis d'organiser ces débats, remercier la présidence française du Conseil de l'Union, remercier l'Union européenne d'avoir fait un sommet sur la cohésion à Rouen ces 28 février et 1er mars, qui nous a permis de reprendre l'initiative. Je le disais en tout début d'après-midi à la première conférence, c'est un événement important pour nous, puis il y a du monde, c'est très très bien, parce que c'est la première fois depuis 2 ans jour pour jour, que nous nous réunissons physiquement. Depuis 2 ans, moi, il y a des gens comme Mireille, je ne l'avais pas vu depuis 2 ans, je n'avais pas touché, je n'avais pas embrassé depuis 2 ans. Voilà, donc ça, c'est un événement important pour nous. Merci d'être tous venus. Mais simplement, je voudrais terminer, c'est pour vous dire que nous commençons, le combat commence, la lutte continue, puisque dès le 15 mars prochain, à Yvetot, dans le Pays de Caux, nous reprenons le débat sur les fonds de cohésion, sur les politiques et sur quel avenir pour nos territoires. Et là, vraiment, les territoires de proximité, bien plus petits que la région, et comment effectivement sur nos territoires, les acteurs que sont les entreprises, que sont les associations, que sont les collectivités publiques, qui sont des acteurs des territoires et non pas des territoires, que les agriculteurs, tous ces éléments, tous ces gens-là, les citoyens, vont pouvoir s'emparer de ces dynamiques pour réussir justement la mise en œuvre des grandes lois, des grandes ambitions de l'Union européenne en matière de climat, en matière de transition numérique. Voilà, je m'arrête simplement là pour vous dire, n'hésitez pas, venez visiter le site internet du mouvement européen de Seine-Maritime, inscrivez-vous, nous vous attendons dans le grand auditorium du lycée agricole d'Yvetot. C'est une initiative faite en partenariat avec l'association des maires de Seine-Maritime, avec le département de Seine-Maritime, avec la chambre d'agriculture de la Seine-Maritime, avec le Conseil économique et social, de nombreux intervenants. On était dans la métropole, on va aller sur les territoires ruraux. Rendez-vous dans 15 jours, le 15 mars, c'est un mardi. On y sera donc dans 15 jours. Merci. Merci Philippe et merci à l'ensemble de nos invités pour ces échanges très, très enrichissants. Et merci aussi à toutes et tous d'être venus sur un sujet qui n'est pas forcément facile de prime abord, mais vous voyez qui est très intéressant. Et je voudrais particulièrement m'adresser aux jeunes qui sont présents dans la salle et qui ont posé les questions. Si vous avez aussi envie de vous investir au sein de notre association, les Jeunes Européens à Rouen, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou Twitter, Jeunes Européens à Rouen. Et si vous avez un peu de temps et que vous avez aussi l'envie, on peut échanger un peu plus sur ce qu'on fait après cette conférence pour voir si vous avez envie de vous y investir. Merci beaucoup. Bonne soirée.